Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Très bon début de soirée, très bon dimanche soir avec nous sur Europe 1. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro, est avec moi ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Guillaume. Et également Véronique Jacquier, journaliste politique également à CNews. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver tous les deux. Ensemble, nous recevons Régis Le Sommier, grand reporter et aussi auteur de l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo, et directeur aussi de la rédaction d'Omerta. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le papier que vous avez signé dans le JDD, un article sur les dessous de la capture de Nicolás Maduro. Toutes les télévisions du monde en parlent, les journaux aussi. Une exfiltration en 2 temps survenue dans la nuit d'hier à Caracas. Tout a débuté 3h du matin, là-bas, heure de Caracas. Des hélicoptères ont ciblé des installations de l'armée vénézuélienne. Oui, tout à fait. Alors on a été réveillé un peu avec le décalage horaire. C'était la matinée pour nous et on a pu suivre un petit peu en direct les images qui étaient pour la plupart retransmises d'ailleurs par les habitants de Caracas qui nous montraient des explosions. Il y avait des gens qui sortaient de dîner et à la sortie du dîner, une énorme champignon juste à côté. Il y a eu des scènes de panique. On pensait que c'était la guerre. Oui, tout à fait. Et puis ça avait cet aspect un petit peu la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now quand même. Ces hélicos, ces énormes Chinooks qui ont déposé d'ailleurs les forces spéciales. Ce qui est très intéressant, alors moi tout de suite, ce qui m'a quand même surpris, c'est le fait que d'abord on était un soir de pleine lune. Et en général, les opérations de cette envergure-là, pour rester discret, c'est pas le mieux. On évite de les faire les soirs de pleine lune. Sauf que là, effectivement, pour ce qui est de prendre des photos et on va dire de mettre en scène le côté spectaculaire ou de laisser les habitants le mettre en scène, c'est vrai que c'était plutôt réussi. Voilà. Et puis on a appris par Donald Trump lui-même, quelques heures plus tard, même je crois même pas 2 heures après, que Nicolás Maduro et sa femme avaient été arrêtés. Et donc on a bien vu que c'était tout de suite une opération. On ne savait pas trop. On s'est dit bon, est-ce que ça va être des frappes style Bagdad en 2003 Est-ce que ça va être un raid extrêmement préparé où ils vont neutraliser des bases aériennes? En effet, oui, c'est des bases aériennes et bases militaires qui ont été ciblées pour essayer de comment on va dire, de neutraliser la défense anti-aérienne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette défense anti-aérienne a été quasiment inaudible, et ça, j'ai fait mes recherches, l'armée vénézuélienne possède environ 5000 manpads. Les manpads, c'est des systèmes de missiles anti-aériens portatifs qui, en théorie, sont capables de viser et d'abattre des hélicoptères. Oui, mais vous le dites, mais c'est pendant la nuit, peut-être que ces personnes-là n'étaient pas forcément sur le pied de guerre. Oui, mais c'est pour ça que peut-être qu'ils n'étaient pas sur le pied de guerre, mais en tout cas, les hélicos volaient à basse altitude. On est quand même dans une situation où le Venezuela s'attend à tout moment depuis un mois à être attaqué. Ils sont pas en alerte H24. C'est pour ça que quand j'ai vu le descriptif par le chef d'état-major, le chef d'état-major de l'armée américaine, finalement de l'opération minutieuse, bien préparée, etc. Certes, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je trouve que zéro finalement tentative de tirer sur les hélicos. Ça me paraît un petit peu étonnant, comme si, alors bon, je n'ai pas d'éléments qui me permettent. Ils auraient fait défection et auraient voulu justement s'abstenir. Il y a eu sans doute, on va dire, dans cette histoire de cette traque de Maduro et du fait de l'arrêter à son domicile pendant son sommeil, peut-être aussi un inside job. Ça a été des éléments qui ont été évoqués. Les États-Unis, pour le moment, nous revendent un bis repetita de l'opération contre Ben Laden à Abbottabad, avec la villa de Maduro qui a été reproduite, etc. Oui. Il manque juste, c'est exactement le même scénario. On peut faire en film un numéro 2 bientôt. Ça avait eu pas mal de succès à l'époque. Déjà. Voilà, je pense. Mais il y a une scénarisation. Ce qui est très intéressant dans la psychologie de Donald Trump aussi, par rapport à cette opération en particulier, c'est les photos qui ont été publiées par la Maison Blanche, où on le voit suivre le raid, avec Pete Hegseth qui montre Marco Rubio très dans la retenue derrière, mais on sent bien que ces photos-là sont faites pour, et Trump a dit c'est le plus magnifique raid qui ait jamais été réalisé, c'est par rapport à Obama. Et puis parce que pour l'histoire. Ben Laden, c'était Obama, lui il a eu Baghdadi aussi, mais pour l'histoire il fallait ces images. Donald Trump est obsédé par l'idée d'effacer les deux quinquennats de Barack Obama. C'est quelque chose, c'est une obsession chez lui. Et là aussi en particulier, il a tenu
vraiment à ce que ça soit scénarisé de la même façon. Et comme par hasard, on nous vend un petit peu, on va dire, un raid un peu similaire. Bon, je vais pas dire que le chef d'Al-Qaïda et Nicolas Maduro, je vais pas faire une échelle de valeur, mais c'était sans doute plus simple, à mon avis, de s'emparer de Nicolas Maduro que d'aller prendre Ben Laden à 2 doigts du Saint-Cyr pakistanais à l'époque, avec les avions de chasse pakistanais en alerte, quoi. Voilà. Régis Le Sommier, donc cette opération s'appelle Absolute Resolve, l'opération qui a fait tomber Nicolas Maduro. Dans votre article dans le JDD, ça m'a bien fait marrer, vous nous expliquez que lorsque les commandes de pizza chez Papa John's près du Pentagone augmentent, c'est signe d'une opération militaire en cours. Oui, tout à fait. Ça, c'est des journalistes américains qui, finalement, correspondant au Pentagone et enfin dans tous les bâtiments administratifs, ont remarqué que la consommation, et donc c'est devenu une sorte C'est un métrique. Voilà, un thermomètre. On appelle Papa John's, on dit combien il y a de pizza ce soir, et quand en général il dit bah ça y est, on a été vidé, on n'en a plus, ça veut dire que les opérateurs vont rester devant leur écran toute la nuit, et donc ils ont besoin de prendre des forces. Et c'est une manière de dire oui, sans doute il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Régis Le Sommier, donc le jour d'après maintenant, ça y est, les images qui ont fait encore le tour de la planète, on voit ce Nicolas Maduro qui était les mains entravées, le bandeau sur les yeux lors de son passage, enfin de sa capture et de son exfiltration, et puis bien là, ses premiers mots ont été Happy New Year, pour souhaiter la bonne année aux caméras qui le filmaient, puisqu'il a été donc incarcéré à New York, emprisonné à New York dans l'attente d'un jugement. Qu'est-ce qui attend le président déchu du Venezuela? Là, il y a plusieurs, c'est du temps, ça va être beaucoup de temps, ça va être des mois, des années. À votre avis, ça va se passer comment? Ça peut être une condamnation très sévère, peut-être plusieurs centaines d'années de prison. Je pensais avant son procès, en fait. Avant son procès, je n'en sais rien. Il n'y a pas encore l'inculpation formelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans la justice américaine, il y a toujours... Ça cumule. Voilà, on peut cumuler, mais il y a toujours aussi cette vieille dimension des justiciers du Far West, avec l'équivalent moderne du goudron et des plumes, qui est ce fameux perp walk, auquel a eu droit Nicolas Maduro, encadré de 2 agents de la DEA, la Drug Enforcement Administration, et qui il avait son bonnet sur la tête, on a dit, on lui a fait un bonnet d'âne, mais ce perp walk, il y avait quelqu'un aussi de très célèbre qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui avait eu le droit, avant d'être incarcéré, lui, à Rikers Island, donc une des îles au large de New York là, comment Maduro est incarcéré dans la même prison que P. Diddy aussi. Donc il y a plusieurs VIP là-bas. Voilà. Il semble que Maduro en tout cas, Trump a voulu négocier, ou Maduro a voulu négocier, mais ça n'a pas pu se faire comme Trump le voulait. En fait. Trump lui a dit, je crois, de partir. Bonne année et à la fin, bon courage, ou quelque chose comme ça, avant, en sachant qu'il avait quasiment décidé de... Je crois que Maduro a essayé aussi, a fait monter les enchères pas mal. Selon certaines sources, il aurait demandé 200 millions de dollars pour pouvoir quitter le pouvoir, le maintien des structures chavistes. Alors ça va être intéressant, parce que là, donc avec... Madame Rodriguez qui lui succède, on est quand même dans du chavisme pur et dur, dans des loyalistes, des gens qui sont issus de l'école Hugo Chavez et qui finalement ont une psychologie, une philosophie, une manière de gérer le pouvoir. Maduro avait demandé que ça soit garanti s'il quittait le pouvoir. Là, est-ce que Donald Trump, elle va se montrer conciliante? Là, Donald Trump l'a déjà menacé. Est-ce que finalement Madame Machado, prix Nobel de la paix, qui a soufflé à Donald Trump ce prix Nobel, va-t-elle finalement, à travers des élections, peut-être être élue présidente? Il y aura peut-être ça. Tout est confus. Donald Trump a dit que les États-Unis allaient gérer le Venezuela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recoupe? Est-ce que ça veut dire une occupation? Ou est-ce que ça veut dire qu'on met une forme de proconsul comme il y avait eu avec Paul Bremer en Irak? Tout ça est encore très très flou. L'avenir du Venezuela n'est pas du tout garanti. Pour le moment, c'est Madame Rodriguez qui apparemment prend la succession. Gilles Boutin, une question pour vous. Oui, d'abord, je voulais revenir sur ce que vous disiez précédemment, sur la comparaison avec l'opération qui avait conduit à la liquidation de Ben Laden au Pakistan. Ce qui m'a frappé, c'est que Donald Trump n'a pas évoqué cet exemple comme succès passé de l'armée américaine, puisque c'était sous Barack Obama l'homme qu'il déteste sans doute le plus après Sleepy Joe, comme il appelle Joe Biden. Il a cité la liquidation d'al-Baghdadi, le chef de l'État islamique qui était sous son mandat, Soleimani, le général iranien, ainsi que les sites nucléaires. Mais c'est incroyable, effectivement, cette autosatisfaction
satisfaction toute trumpienne de ne citer que ce qui émane directement de lui. Et en plus de ça aussi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'est approprié cette doctrine Monroe, puisque des commentateurs avaient commencé à évoquer l'idée que la doctrine Monroe devait désormais s'appeler Donroe de façon un petit peu humoristique. Donc cette doctrine qui autorise en fait en quelque sorte les États-Unis à intervenir dans toute la partie sud-américaine. L'Amérique du Sud aux États-Unis, c'est voilà. ce que Et donc la doctrine Donroe, c'est ça, avec cette petite patte supplémentaire de Donald Trump, avec des coups de poing très très violents et censés ne pas trop durer, ne pas coûter trop d'hommes. Non, oui, je voulais effectivement commenter cet aspect sur la suite. Ce qui est très étrange, c'est l'hyper préparation de cette opération militaire, et on a l'impression que derrière ils savent pas du tout ce qu'ils vont faire. C'est quand même très curieux d'arriver et d'être incapable enfin surtout de glisser des choses extrêmement surprenantes, comme de dire qu'il a discuté avec la vice-présidente qui est quand même elle-même directement liée au régime Maduro, royaliste pur et dur, qui étonnamment se trouvait apparemment en Russie au même moment. Donc ce serait elle qui serait la successeur. Machado, qui elle est considérée comme légitime par la communauté internationale pour prendre la suite, parce qu'elle aurait gagné les dernières élections. Elle a publié un courrier, une lettre ouverte, elle a dit qu'elle se tenait prête, mais c'est un démenti très cruel de la part de Donald Trump. Donc on ne comprend pas cette impréparation américaine pour la suite. Alors l'impréparation militaire, la préparation politique après le militaire chez les États-Unis, malheureusement, c'est pas, c'est assez courant. On pense à l'Irak, effectivement. La phase 4 de l'opération en Irak qui n'existait pas. Qu'est-ce qu'on fait après la prise de Bagdad, après la chute de Saddam Hussein, après la capture de Saddam Hussein? Bon, on en a vu les conséquences, l'émergence de Daesh, etc. Et la déstabilisation totale du Moyen-Orient. Je pense que l'objectif là n'est pas de déstabiliser le Venezuela. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est le jeu qui peut exister, à mon avis, entre Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine sur ces histoires. Je pense que on en saura peut-être un peu plus hors des communiqués officiels. Peut-être, par exemple, un journaliste comme Seymour Hersh nous décrira une autre réalité de ce qui s'est passé. Mais je ne serais pas surpris. On a vu un Poutine très, très mollement soutenir Maduro pendant la crise. On a dit qu'il avait envoyé des Wagner, machin, mais on est sans en être totalement sûr. Il a été très distant, un peu à la manière dont il avait été distant au moment de la chute d'Assad, un peu comme si tout ça avait été négocié d'une certaine façon, c'est-à-dire à se dire la doctrine Monroe, c'est ton précaré. Tu me fous la paix pour l'Ukraine et pour la Chine, pour Taïwan. C'est un petit peu ce qui est quand même en train de se profiler. On verra. Moi, j'ai pas entendu Trump beaucoup argumenter, menacer la Chine sur Taïwan récemment. On verra comment les choses se passeront si Xi Jinping décide d'envahir l'île. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a vraiment une redéfinition totale des espaces. Et je rajouterai pour terminer ce tweet incroyable de la femme d'un des principaux conseillers de Donald Trump à la Maison-Blanche ce matin, qui nous fait un Groenland avec le drapeau américain dessus. Voilà, sous-entendu, prochaine étape, quoi. Voilà. Véronique Jacquier, je vous en prie. Oui, j'ai une question pour Régis Le Sommier qui complète un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Quelle part, selon vous, chez Donald Trump, dans la tête de Donald Trump, si j'ose dire, en ce qui concerne des motivations idéologiques? Parce qu'il est toujours très logique, Donald Trump. C'est-à-dire que quand il considère que la Chine est un adversaire, c'est un adversaire sur le plan commercial. La lutte contre le communisme, maintenant, c'est le cadet de ses soucis. Ah, on est d'accord. Alors là, au Venezuela, justement, pour essayer d'imaginer ce que ça peut être par la suite, en plus, vous nous avez dit que justement, tout était à construire, que Delcy Rodriguez était issu de l'école Hugo Chavez, donc on voit que c'est quand même un pays qui va rester socialisant avec tout ce que ça comporte de pauvreté, de précarité, de 8 millions de Vénézuéliens qui sont partis, on voit pas pourquoi ils reviendraient. Et donc, est-ce que Trump a été purement cynique, c'est-à-dire mon combat, c'est le narcotrafic et c'est la mainmise sur certaines capacités pétrolières, ou est-ce que quand même mettre à mal un État voyou et socialisant issu de ce qu'a été capable de faire Maduro, ça l'intéresse quand même? Je pense pas. Hein. Je pense que là, vraiment, Donald Trump, c'est une histoire simplement de compétition avec la Chine pour la question des ressources, la question de l'énergie, d'être aussi un véritable acteur, encore plus important qu'il l'était sur la question du pétrole et des hydrocarbures, notamment par rapport à la Russie. Si avec le pétrole vénézuélien, qui est un pétrole très très difficile, très lourd
est très difficile à exploiter, mais qui est quand même qui sont les principales réserves de pétrole au monde. Là, si Donald Trump arrive à faire maintenir un baril autour de 50 $, pardon, le baril, ça posera des problèmes à Vladimir Poutine, qui lui aussi a quand même une grosse partie de son économie issue justement de ces fameux hydrocarbures. Donc tout ça, c'est une compétition. Je pense que la question du chavisme là-dedans et des vieilles dictatures socialistes d'Amérique du Sud, ils s'en fichent complètement. C'est plutôt quelque chose que Marco Rubio, son secrétaire d'État, a à cœur. On sent bien que la question de Cuba peut arriver. Il y a l'histoire de la Colombie, mais on est dans le cadre de la doctrine Monroe, c'est-à-dire on ressuscite la toute-puissance américaine dans son espace. La doctrine Monroe, à la base, c'était le 3e président des États-Unis, c'était les Européens n'interviennent pas sur le territoire des Amériques et les Amériques n'interviennent pas sur le territoire européen. C'était ça Aujourd'hui, la philosophie. réciproque n'est pas tout à fait respectée. Les États-Unis réclament le droit d'interférer dans nos affaires. Oui, tout à fait. C'est du Donroe, voilà. Merci beaucoup, Régis Merci. Le Sommier. Je rappelle que vous avez signé un grand article dans le JDD aujourd'hui. Régis Le Sommier, grand reporter et auteur aussi de l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo. Et puis vous êtes aussi directeur de la rédaction de Merta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À avec bientôt. Gilles Boutin et Véronique Jacquier. On se retrouve juste après le journal permanent d'Antoine Bienvaux pour parler de la grève des médecins libéraux. Elle débute demain.